dans un nouvel épisode de notre podcast et aujourd'hui on va parler du film Pieces of a Woman qui est sorti sur Netflix en janvier 2021. Donc pour revenir un peu sur le plot du film, qu'est-ce que ça raconte? Ça parle d'un couple qui s'appelle Martha et Sean et qui décident d'avoir un enfant. Et leur choix c'est d'avoir un accouchement à la maison en fait. Et donc le film commence là-dessus et le bébé décède à la fin de l'accouchement. Et tout le reste du film va être consacré aux réactions des différents personnages, notamment de l'entourage du couple suite à ce décès et la façon dont ils vivent le deuil. Et on va aussi voir le procès de la sage-femme qui s'occupe de cet accouchement et pourquoi en fait elle est accusée d'être responsable de ce décès. Et c'est important de préciser qu'ici on va pas faire une analyse cinématographique des plans, des dialogues, de la façon dont c'est filmé, des procédés cinématographiques. En fait, c'est vraiment une analyse des 30 premières minutes du film qui sont un plan séquence de l'accouchement qui se déroule à la maison. Et on va essayer de déconstruire cette scène d'accouchement avec ce qu'on sait de l'accouchement à domicile, les statistiques, les données scientifiques sur le sujet, sa représentation dans les médias et dans l'imaginaire collectif. C'est vraiment ça le but de cet épisode. Donc le réalisateur qui s'appelle Corneille Mundrusko et sa femme Kata Weber, pour ce film, ils se sont inspirés de la perte de leur enfant à la suite d'une fausse couche. Et ils ont voulu faire un film inspiré de cette épreuve. Kata Weber, elle avait déjà fait une pièce de théâtre en fait à ce sujet. Donc le premier élément intéressant à remarquer, c'est que le couple avec une fausse couche et non pas un accouchement d'un bébé à terme et encore moins un accouchement à la maison au final. Donc c'est pas leur vécu directement qui est filmé. Ouais, on met pas ça en lumière, on le dit pas pour essayer de minimiser la souffrance que ça peut être pour des parents de perdre un enfant en faisant une fausse couche, donc pendant la grossesse, plutôt que de perdre un enfant à terme pendant l'accouchement ou même une fois que l'enfant est né. En fait, on le dit juste pour bien faire remarquer que le choix de montrer une scène d'accouchement à la maison et un bébé qui décède pendant cette scène d'accouchement à la maison, c'est un choix délibéré et c'est pas une nécessité pour coller à la réalité de ce qu'ont vécu les réalisateurs. Donc c'est un premier point qui est important à remarquer et qui va nous servir pour le reste de notre analyse. Donc, on va analyser toutes les inexactitudes de cette scène d'accouchement, tout ce qui est problématique pendant ces 30 minutes de plan séquence et en quoi cette scène ne relève pas de réelles données scientifiques que l'on a sur l'accouchement à la maison, mais est plus un condensé de croyances populaires sur ce choix qui serait égoïste et dangereux de la part de la mère par rapport à un accouchement sécurisé à l'hôpital. Donc pour faire cette analyse, on a regardé énormément de critiques qui avaient été faites, que ce soit en français, en anglais, en portugais, de ce film sur YouTube. Et unanimement, toutes les personnes qui ont regardé ce film ont jugé la scène d'accouchement horrible, vraiment très dure à regarder. D'ailleurs, dans sa vidéo, Marie Fontaine a qualifié l'accouchement dans le film d'horriblement douloureux et de traumatique. Voilà, c'est ces mots. Et on mettra toutes ces vidéos en barre d'infos. Donc déjà, pour revenir sur ce point, toutes les personnes qui ont commenté la vidéo ont insisté sur la douleur de l'accouchement, la façon dont l'actrice joue la souffrance immense qu'elle est en train de vivre. D'ailleurs, Ciné-Série Galaxy se dit lui-même très gêné devant, je cite, la perte des os, l'arrivée de la sage-femme, les contractions, la douleur et la mort du bébé. De manière générale, j'ai remarqué que les femmes, dans leurs vidéos de réaction à ce film et d'analyse, par rapport aux vidéos faites par les hommes, elles insistaient plus sur les côtés physiques de l'accouchement et du postpartum, donc la période qui suit la naissance, sur les conséquences physiques que la mère a, sur ses montées de lait, sur ses pertes de sang, sur la douleur qu'elle peut ressentir. On retrouve ces évocations de la douleur et de la souffrance liée au postpartum dans les vidéos de Marie Fontaine, comme on l'a déjà vu, et aussi d'une personne qui s'appelle Chris, de la chaîne Chris y Panda, qui est une chaîne brésilienne. Et par contraste, les hommes, eux, ils mettaient plus l'emphase sur la douleur que ressentait la personne pendant les contractions et qui semblait ingérable, terrible. Et il y en a aussi qui faisaient part de leur joie de ne pas être des femmes en regardant cette scène d'accouchement. C'est le cas de la chaîne Ciné Caméléon. Et donc cette vidéo elle est intéressante puisque la dernière personne qui s'y exprime, qui s'appelle Mathieu, il fait référence au documentaire d'Ovidie qui s'appelle Tu enfanteras dans la douleur,
Et il parle des techniques d'accouchement très en vogue dans les années 70 qui sont des accouchements sans douleur. Voilà, donc on avait dans les années 70 le professeur Lamaze en France qui était venu avec cette technique de l'accouchement sans douleur qui venait du RSS et qui aujourd'hui a été énormément remise en question, mais qui représentait quand même une première tentative de traiter l'accouchement comme un sujet important et de parler de la souffrance des femmes, de ce que les femmes vivaient pendant leur accouchement. Enfin, souffrance, c'est quelque chose dont on va aussi discuter, mais c'était déjà un premier pas. Donc finalement dans cette vidéo on a un homme qui n'a pas cette gêne et ce même malaise devant la scène d'accouchement, mais l'emphase encore une fois est mise sur la douleur que Martha ressent pendant son accouchement. Je pense que ce ressenti que les gens qui ont analysé ce film ont eu de la scène d'accouchement, donc d'une scène extrêmement douloureuse, difficile, pénible, qu'on voudrait absolument pas revivre, elle est aussi due au manque d'informations qu'on a sur l'accouchement, au manque de représentation d'accouchement, parce que moi j'ai trouvé que cette scène était pas choquante, du moins jusqu'à ce qu'il y ait des problèmes avec la santé du bébé. En fait c'est juste une scène d'accouchement qui est pour le coup dans le jeu de l'actrice assez semblable à ce que des mères en train d'accoucher sans péridurale peuvent ressentir. Et justement sur le sujet de la péridurale, en France on a très peu de représentation d'accouchement. On peut pas allumer la télé et voir un accouchement. Et quand bien même on pourrait, dans les émissions comme Baby Boom, dans l'immense majorité des cas, c'est des mères qui ont la péridurale qui accouchent, donc qui est censée diminuer, voire supprimer totalement la douleur. En France, par exemple, on a plus de 80% des femmes qui accouchent sous péridurale. C'est un taux qui est extrêmement élevé par rapport au reste du monde, et même ne serait-ce que par rapport à nos voisins. En Italie, par exemple, c'est autour de 20%. Et donc cette culture de la péridurale qu'on a en France, c'est aussi une des raisons qui font que on a encore moins l'habitude de voir réellement les réactions et la gestion de la douleur que la mère peut avoir pendant son accouchement. Et puis je pense que aussi la douleur de l'accouchement elle est extrêmement mal comprise. On voit ça comme quelque chose qui est juste une souffrance sans fin, sans but, permanente, continue, contre laquelle il faudrait lutter, alors que c'est une douleur qui vient par vagues et contre laquelle le corps a plein de techniques qu'il met en place pour l'atténuer, la diminuer. Il y a plein d'hormones qui sont libérées pour rendre ce ressenti de la douleur moins important pour les femmes. Et même après l'accouchement, toutes les femmes ne considèrent pas que leur accouchement a été douloureux, elles utilisent d'autres termes. Il y a des femmes qui parlent de puissance, il y a des femmes qui parlent d'intensité, mais toutes n'utilisent pas le mot de douleur, et même certaines, pendant les contractions, ne parlent pas de douleur. Donc il y a vraiment aussi un problème de représentation des sensations liées à l'accouchement. Donc pour vous faire votre propre avis, on vous conseille vraiment de regarder vous-même en fait des vidéos d'accouchement, notamment des accouchements à domicile, des accouchements sans péridurale, pour avoir divers points de vue, en fait, diverses visions. Et justement, n'hésitez pas à regarder le travail de Jacqueline Lavillonnière, puisque elle accompagne des accouchements à domicile depuis des années en fait. C'est une sage-femme française. Et elle explique que toutes les femmes décrivent pas forcément leur accouchement comme douloureux en fait. C'est pas l'unique sensation après un accouchement ou même pendant. Et justement, il y a plein de sociétés non occidentales qui n'ont pas du tout le même rapport à la douleur de l'accouchement, et même, on ne devrait pas dire douleur, juste aux sensations de l'accouchement. Il faut aussi remettre dans le contexte notre perception de la douleur de l'accouchement dans notre société occidentale et chrétienne. Et une des premières phrases de la Bible sur le sujet de l'accouchement, c'est tu enfanteras dans la douleur, qui est censée être la punition des femmes pour le péché originel. Donc, faut bien se rendre compte que les sensations liées à l'accouchement, elles sont vraiment très diverses et elles dépendent aussi de chaque femme. C'est ça, c'est culturel, c'est physiologique. Et ça varie énormément en fonction de chaque personne. Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de se renseigner sur les histoires vraiment personnelles de chaque femme en fait. Exactement. Concernant le fait de regarder des vidéos d'accouchement réalistes, on vous mettra en barre d'infos plein de comptes Instagram qui montrent ce genre de vidéos et qui sont vraiment très instructifs. Donc comme je l'ai dit de mon côté, j'ai pas trouvé cette scène choquante. Moi non plus. Je pense que ce qui est représenté, c'est pas une femme qui souffre de manière atroce, sans but et qui est en train d'agoniser. C'est pas du tout ça un accouchement. Je veux dire, ça peut l'être, mais je pense que même s'il faut pas minimiser la douleur que les femmes peuvent ressentir et qui serait physiologique pendant leur accouchement, il y a plein de critères et de facteurs extérieurs qui augmentent, amplifient cette douleur et la rendent
non physiologiques qui empêchent la production d'hormones qui vont atténuer cette douleur. Je veux dire, l'accouchement, c'est un processus qui, dans la grande majorité des cas, s'il n'est pas perturbé, se passe bien, mais ça nécessite vraiment un respect de la physiologie, de l'intimité et des besoins de la personne qui accouche. Et l'hôpital, c'est pas forcément le meilleur endroit pour avoir tous ces critères réunis, pour avoir du calme, du silence, du respect, souvent peu de lumière. Et je veux dire, quand on regarde tous les autres mammifères qui accouchent, c'est clairement pas dans un environnement médicalisé où ils sont observés. Les animaux souvent s'isolent, se mettent dans des endroits chauds, calmes et silencieux pour accoucher. Il n'y a pas de raison pour lesquelles les femmes, elles, auraient besoin d'être surveillées, scrutées, branchées, immobilisées dans un endroit hyper lumineux et bruyant comme un hôpital. Sur le sujet donc des inexactitudes de cette scène d'accouchement, il y a plein de choses qui vont pas. La femme prend un bain, il y a rien qui va dans ce bain, l'eau n'est pas du tout, ne couvre pas du tout son corps. C'est juste une situation où elle va juste avoir froid et ça va pas la soulager d'une quelconque douleur. Elle a plein de nausées pendant toute cette scène de 30 minutes. Et vraiment, mais je veux dire, oui, il y a des femmes qui ont des nausées, il y a des femmes qui vomissent pendant l'accouchement, mais là c'était absolument exagéré. Il y a une vidéo qui est très intéressante, faite par le Now Magazine, qui interviewe 2 sages-femmes canadiennes. Et ces sages-femmes disent très justement qu'elles ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on a représenté une femme qui accouche avec autant de nausées, qu'on dirait juste que les scénaristes ont entendu une histoire d'une femme qui avait eu plein de nausées pendant son accouchement et se sont dit que c'était la chose à faire. Et qui voulaient dramatiser au final l'accouchement à domicile. C'est ça, alors qu'en fait il n'y avait aucun but à la fin, ça n'a aucune conséquence sur le déroulé de l'accouchement. Donc ça n'a pas été fait par des spécialistes de l'accouchement cette scène et ils n'ont pas l'air d'avoir consulté beaucoup de spécialistes de l'accouchement. Et je pense que la partie du public en fait qui a perçu la scène comme choquante, c'est un public qui est pas informé en fait sur le sujet. Et malheureusement c'est la grande majorité du public. C'est pas un sujet qui est traité, c'est un sujet qui est... c'est à l'intersection de plein de choses qui sont délicates. Le pouvoir du corps médical, encore plus sur les corps féminins. Le sujet des discriminations spécifiques que les femmes subissent, le sexisme, ça touche les questions de vie et de mort, donc c'est aussi des sujets qui sont très tabous et tout ça fait que l'accouchement c'est pas un sujet qu'on traite et sur lequel il y a énormément de débats. Maintenant, donc ça c'est un premier problème, mais je pense que ce qui est le plus important c'est le comportement de la sage-femme pendant cette scène d'accouchement, la façon dont elle agit et les raisons qui ont poussé les scénaristes et les réalisateurs à montrer un accouchement à la maison. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc la scène d'accouchement commence et on voit que on comprend que Martha a prévu un accouchement à la maison puisque son conjoint va appeler la sage-femme pour qu'elle vienne les assister. Donc c'est important à souligner parce que même si c'est très marginal dans les sociétés occidentales, c'est tout à fait possible d'accoucher chez soi. En France, c'est totalement légal et c'est possible... Sans assistance. Sans assistance, c'est possible d'accoucher sans assistance, mais aussi c'est possible d'avoir accès à des types d'assistance différents si on le souhaite. Ça dépend beaucoup des pays. En France, c'est très dur de pouvoir accoucher à la maison avec une sage-femme. Enfin, je veux dire, c'est difficile à trouver une sage-femme qui accompagne à la maison pour plein de raisons différentes, le prix de leur assurance, etc. Mais il y a des pays, ne serait-ce que les Pays-Bas ou l'Angleterre, qui ne sont pas des pays sous-développés, où c'est tout à fait possible d'accoucher à la maison et c'est même encouragé par les groupes médicaux. C'est encourager l'accouchement à la maison. Comme on vient de le dire, le travail commence, le couple décide d'appeler la sage-femme et là il se rend compte que la sage-femme qu'ils avaient choisie, avec laquelle l'accouchement devait se dérouler, n'est pas disponible parce qu'elle est en train d'accompagner un autre accouchement, donc c'est une remplaçante qui va venir. Et là on voit que la réaction de Martha elle est très négative, elle veut vraiment la sage-femme qu'elle connaît, elle veut pas cette remplaçante. Je pense que déjà c'est un point important à noter. Avoir montré ce mécontentement de Martha quand elle a découvert que c'était pas la sage-femme qu'elle avait prévue qui allait venir assister à son accouchement, c'est déjà discréditer les compétences de cette sage-femme, alors que quand on prévoit un accouchement à la maison avec une sage-femme, on sait qu'on ne peut pas être sûr à 100% que la sage-femme sera disponible parce qu'on a tous des urgences et donc on est au courant qu'on aura peut-être une remplaçante. Voilà, c'est anticipé en fait et là c'est comme si dans le film il n'y avait aucune anticipation. Donc déjà en fait c'est une façon de faire peser la faute sur les sages-femmes en général qui seraient pas fiables, qui s'organiseraient mal et en plus vu que Martha est si réticente à avoir cette remplaçante, tout de suite on a des doutes sur les compétences de la sage-femme remplaçante en fait.
Ensuite, lorsque la sage-femme finit par arriver chez Martha et Sean, elle va réaliser un examen vaginal de Martha et on voit en fait qu'elle ne lui demande pas son avis alors qu'elle devrait le faire tout d'abord, mais aussi parce qu'elle ne lui explique pas les avantages et les inconvénients de cet examen alors qu'il y en a qu'elle devrait le faire pour que Martha puisse donner son consentement éclairé sur cet examen. C'est ça, en fait, ça c'est un problème qui est très général dans le milieu médical, encore plus quand ça touche des femmes, encore plus au moment de l'accouchement, qui est un moment où on se trouve dans une position de vulnérabilité. Et je dis pas vulnérabilité parce que on serait diminué dans ses capacités, mais juste parce que on n'est pas, quand on a cette idée qu'on a dans les sociétés occidentales que le médecin représente l'autorité qui va nous sauver, on n'a pas forcément toutes les possibilités de s'opposer à un examen médical, comme un toucher vaginal pour estimer la dilatation du col, alors que c'est un examen qui comporte des risques d'infection par exemple, et c'est pas du tout... tous les professionnels sont pas du tout d'accord pour dire que c'est un examen nécessaire, utile et qui donne une quelconque information nécessaire pour le déroulé d'un accouchement, surtout à la maison dans des conditions physiologiques. Et réaliser un examen sans expliquer à la patiente les raisons pour lesquelles on le fait et lui demander son accord et lui présenter les pour et les contre, c'est aller à l'encontre de la loi Kouchner de 2002 sur le consentement libre et éclairé des patients. Et ça rentre dans ce qu'on appelle les violences gynécologiques et obstétricales. Et ça, c'est un problème qui est très général. Et sur ce sujet, je vous renvoie au travail de militantes féministes qui luttent contre les VOG, que ce soit le livre de Mélanie Deschalottes, le livre noir de la gynécologie, Marine Gabriel du compte Instagram Balance ton utérus et du livre La vérité au bout des lèvres, la juriste Marie-Hélène Lahaye qui fait un travail sur les violences gynécologiques et obstétricales depuis de nombreuses années, elle a fait beaucoup de podcasts, ou encore le compte Instagram Stop VOG. Un autre problème aussi dans la représentation cinématographique de l'intervention de la sage-femme, c'est son manque d'équipement lorsqu'elle arrive chez le couple, puisqu'elle arrive seulement avec un stéthoscope, des serviettes et un Doppler pour écouter le cœur du bébé, ce qui est vraiment peu et ce qui n'est pas le cas en fait dans la réalité quand des sages-femmes interviennent pour des accouchements à domicile, elles sont beaucoup plus équipées. Voilà, exactement, les sages-femmes interviewées par le Now Magazine expliquaient bien qu'elles arrivent avec tout le matériel qui peut être nécessaire pendant un accouchement avant d'en arriver au stade de l'extraction instrumentale, donc forceps, ventouse, cuillère, ou de la césarienne. Mais je veux dire, il y a tout un matériel de réanimation, de l'oxygène pour le bébé, il y a plein de choses en fait. Il n'y a pas juste un petit appareil pour écouter le cœur du bébé. Là, c'est hyper insuffisant et c'est encore une façon de montrer que l'accouchement à la maison c'est dangereux parce qu'on n'a pas l'équipement, parce que les sages-femmes ne sont pas formées, parce qu'elles sont incompétentes en fait. Aussi, lorsque on voit la scène de Martha qui prend son bain, le cœur du bébé n'est pas vérifié dans cette scène et ça laisse aussi sous-entendre que c'est pas possible d'écouter le cœur du bébé quand la mère prend le bain alors que c'est totalement possible. C'est tout à fait possible, les Dopplers ça et va sous l'eau en fait. Il y a des instruments qui sont faits pour en fait. Donc là, on a une scène qui nous sous-entendrait que prendre un bain pendant son accouchement c'est dangereux, on peut pas vérifier le cœur du bébé et tout ça, alors que c'est absolument pas le cas et que l'eau a plein de vertus, il y a des études scientifiques qui le montrent, c'est quelque chose qui peut être très utile pour détendre la mère pendant le travail et lui permettre de l'accélérer en fait. Donc finalement, on va comprendre que le bébé a une baisse de son rythme cardiaque puisque la sage-femme le constate avec son Doppler. Là, donc, elle demande à Martha de sortir de l'eau. Elle appelle les secours, mais elle ne reste pas au téléphone avec les secours. Ça, encore une fois, ça se passe absolument pas comme ça dans la réalité. Dans la réalité, quand on appelle les secours dans cette situation, on reste au téléphone avec eux jusqu'à leur arrivée et on est guidé. Finalement, le bébé naît et il se met à respirer. Donc, on a l'impression que c'est la fin de la scène et que tout se passe bien. La sage-femme, elle détourne le regard. Elle a l'air soulagée. Mais en fait, on a l'impression que pour elle, c'est un miracle que le bébé respire et que c'est pas du tout lié à ses compétences et au fait qu'elle est une sage-femme qualifiée qui a permis aux choses de se dérouler bien, que c'est juste le Saint-Esprit qui est descendu et qui a... en fait, voilà, c'est ça, qui a sauvé ce bébé. Donc encore une fois, preuve de son incompétence. Et puis de toute façon, les sages-femmes, elles baissent jamais la garde tant que le placenta n'est pas expulsé puisqu'il y a encore un risque d'hémorragie. Donc il n'y a rien qui est cohérent dans cette scène. Et donc à la fin de cette scène, on a l'impression que tout est terminé. Et là, le bébé devient bleu. La sage-femme s'en rend compte. Le cœur du bébé s'arrête et il décède.
Et donc ça m'a vraiment laissé perplexe et je pense que je suis pas la seule spectatrice dans ce cas-là, puisque le bébé décède, le spectateur ne comprend pas pourquoi, et on comprend pas pourquoi en fait jusqu'à la fin du film. On n'a aucune explication sur cet événement-là en fait. Oui, donc bah justement, quand on se demande qu'est-ce qui est arrivé à ce bébé qui allait très bien et qui décède, j'ai fait plein de recherches sur le sujet, j'ai essayé de trouver une maladie qui expliquerait qu'est-ce qui arrive à un bébé qui naît, qui respire en quelques secondes, qui meurt, et j'ai rien trouvé. Donc en fait, j'en suis arrivée à la conclusion que bah, y a pas d'explication, que cette scène, elle a pas de fondement scientifique, qu'il n'y a pas de raison à la mort du bébé, que la seule raison de ce décès, c'est l'accouchement à la maison. Voilà, c'est une vraie invention cinématographique. C'est en ça, fait. c'est les conditions de la naissance en fait. C'est une nouvelle maladie inventée par le cinéma et la culture populaire qui entoure l'accouchement en fait. Donc il n'y a pas y a pas de problème médical. C'est vraiment pour les besoins du scénario qu'ils ont fait ça en fait. C'est ça. Et ça va complètement à l'encontre des dernières études qu'on a sur l'accouchement. Alors en France, on en a très très peu parce qu'on n'a même pas assez d'accouchements à domicile pour faire des vraies études. Mais il y a des pays où c'est possible. Sur le sujet, donc pour trouver une enquête fiable sur l'accouchement à domicile, je vous renvoie notamment à la revue d'obstétrique et gynécologique canadienne qui a fait une synthèse de 2 études qui ont été menées sur les accouchements à la maison et qui explique bien, qui arrive à la conclusion que l'accouchement à la maison, c'est pas dangereux en soi, que ça devrait juste être accompagné, qu'on devrait en discuter, que ça devrait être abordé avec les familles, parce qu'il y a une réelle demande, mais il n'y a pas d'offre pour les accouchements à la maison. Après, je suis pas en train de dire qu'il faut accoucher à la maison obligatoirement avec une sage-femme. Je pense que c'est vraiment le choix de chaque femme, de comment elle souhaite accoucher. Mais il y a des femmes qui veulent accoucher avec une assistance médicale et il faudrait leur donner accès. C'est une vraie demande des femmes. Et ne pas y répondre, c'est ne pas prendre en compte les désirs des femmes. C'est de l'infantilisation. Et c'est encore cette même idée que les femmes ne savent pas ce qui est bon pour elles et qu'elles ont besoin de médecins pour leur dire. Donc la question qu'on peut se poser finalement, c'est pourquoi avoir choisi de représenter un accouchement à la maison comme ça, alors que ça reflète pas le vécu des personnes en fait qui font un accouchement à la maison et qui sont concernées. Et donc la seule réponse qu'on a apportée à ça, c'est que c'était facile pour les scénaristes. Ça permettait de ne pas avoir à trouver une maladie qui allait expliquer la mort du bébé. C'était une façon juste de montrer un décès qui s'expliquait de lui-même par les conditions de l'accouchement. Et ça se base sur les croyances populaires qui veulent que l'accouchement à la maison soit dangereux par essence et que l'hôpital est un lieu sûr pour accoucher. Et c'est des croyances qui sont véhiculées notamment par des médecins et des gynécologues qui sont soi-disant les spécialistes de l'accouchement. Et je pense que c'est un truc qui est important à remettre en question. Je pense pas que ces personnes soient des spécialistes de l'accouchement. Je pense que c'est des spécialistes de la médicalisation de l'accouchement en structure médicale, de l'accouchement traité comme une pathologie. Et les réels spécialistes de l'accouchement, c'est les femmes qui accouchent, en fait. Et les femmes qui décident d'accompagner les femmes qui accouchent, mais dans une démarche hyper respectueuse et d'accompagnement, pas d'intervention ou de tentative de sauvetage de ces femmes. Donc, ce film se base sur des croyances qui sont fausses et il les alimente en participant à la désinformation et à la mésinformation qu'il y a autour de l'accouchement à la maison. Et donc en fait, on peut dire que cette scène, c'est la description d'une sage-femme comme une personne incompétente et la présentation du choix de l'accouchement à la maison est faite comme une décision irresponsable à l'origine de la mort du bébé, comme si accoucher à la maison, c'était ce qui causait au final la mort du bébé et ça participe à la décrédibilisation en fait de cette pratique tout simplement. Et comme si toute cette scène n'était pas suffisante pour que les gens comprennent bien que l'accouchement à la maison c'est dangereux, c'est catastrophique et tu tues ton bébé en faisant ça. Plus loin dans le film, on a la mère de Martha, donc la femme qui a perdu son bébé, qui dit à sa fille, à Martha, si ton bébé était né à l'hôpital, il ne serait pas mort, il serait là parmi nous. Donc vraiment là, il n'y a pas plus clair pour comprendre les intentions des personnes qui ont fait ce film. Et pendant le procès de la sage-femme,
on insiste, les juges qui mènent l'interrogatoire insistent beaucoup sur le refus qu'aurait formulé Martha de se rendre à l'hôpital quand elle sentait qu'il y avait un problème avec son bébé. Donc ça, c'est une manière de montrer que la mère est irresponsable, égoïste, que tout ce qu'elle voulait, c'était rester chez elle, mais pas préserver la santé de son bébé, alors que aucune femme, aucune personne n'est plus intéressée par la santé de son bébé qu'elle-même pendant son accouchement. Personne ne s'intéresse plus à la santé du bébé que la femme en train d'accoucher. Ce qui diffère, finalement, c'est simplement la perception qu'on a chacun de ce que c'est que la sécurité. Et pour certaines personnes, ce sera l'hôpital et c'est tout à fait respectable. Et le but, c'est pas... Enfin, je veux dire, dans ce qu'on est en train de dire, c'est pas... il faut empêcher les femmes d'accoucher à l'hôpital, c'est une catastrophe, ça va pas. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a d'autres façons d'accoucher, que le paradigme médical sur l'accouchement, c'est pas le seul, c'est pas une vérité universelle et qu'il faut juste ouvrir le débat sur ce sujet. Voilà, chaque façon d'accoucher, en fait, elles sont valables et il n'y a pas de hiérarchie dans les manières d'accoucher. Exactement. Et la seule bonne façon d'accoucher, en fait, c'est celle qu'on a choisie. Bien sûr, en tenant compte des pathologies. Et encore, la notion de pathologie de la grossesse, c'est très variable. Il y a des femmes qui vont considérer que certaines choses ne relèvent pas de la pathologie et que ce sont simplement des variations de la norme. Ça peut être l'hypertension, de l'anémie, la position du bébé, des tours de cordon, plein de choses différentes. Voilà, la notion de pathologie, ça dépend plus de ce que la femme considère comme un risque ou comme une variation de la norme. Et il y aurait beaucoup de choses à remettre en question au final dans ce film. Il y a plein de choses qui vont pas. Ouais, enfin là on parle que de l'accouchement, mais par exemple on a une scène où plus loin dans le film, 2 mois après l'accouchement, le conjoint de Martha veut avoir une relation sexuelle avec elle. Elle refuse, elle lui dit non de manière claire, il insiste et finalement la relation sexuelle n'a pas lieu. Mais je veux dire, moi j'ai eu la sensation, enfin c'est pas une sensation, pour moi c'est un fait, c'est une tentative de viol en fait qui a lieu. Elle dit non, il insiste physiquement sur elle. Et j'ai vu personne traiter de ça comme ça. Ouais, ça passe totalement inaperçu en fait dans les critiques du film. C'est même traité comme un non-sujet alors que c'est un élément hyper choquant. Et ça, pour le coup, c'est plus choquant que l'accouchement en lui-même. C'est ça. Et on a quelques, par exemple, le site Synopsis qui traite de cette scène et qui qualifie ce père de soutien indéfectible et dit que le problème dans ce film, c'est Martha parce qu'elle intériorise tout, alors qu'elle est victime d'une tentative de viol par son conjoint. Et on qualifie ça, dans d'autres vidéos que j'ai vues, de problèmes sexuels. Mais en fait, c'est pas des problèmes sexuels. C'est une agression. C'est ça. À ce sujet, j'ai quand même trouvé que la vidéo de Chris, donc la chaîne dont on a déjà parlé, elle était très intéressante parce que elle dit bien qu'elle a aussi lu des critiques qui parlaient de problèmes sexuels, mais que pour elle, en fait, ça relève pas du problème sexuel. C'est parler de problèmes sexuels, c'est regarder ce film à travers un regard masculin. C'est une analyse d'un point de vue d'homme, en fait. Parce que d'un point de vue de femme, c'est absolument pas un problème sexuel ou une anomalie de sa vie sexuelle de pas vouloir reprendre une activité avec son conjoint sexuel 2 mois après l'accouchement. Donc, encore une fois, on n'a pas une vision féminine de l'expérience corporelle des femmes en postpartum. Voilà, c'est encore un film qui est réalisé avec le male gaze. Le male gaze, ça veut dire littéralement regard masculin. C'est le fait de représenter à l'écran ce que veulent les hommes et comment vivent les hommes les événements qui leur arrivent au final. C'est ça. En fait, ce film, même s'il raconte une expérience féminine qui a trait au corps, c'est pas du tout un film de female gaze. Donc, c'est une notion qui a été théorisée par Iris Bray, notamment. Qui reprend un concept de Laura Mulvey. Laura Mulvey, c'est une chercheuse britannique qui a en 1975 publié un essai sur le plaisir à l'écran et elle parle notamment du male gaze. C'est elle qui l'a en grande partie théorisé. Voilà. Et donc dans son livre, Iris Bray, qui s'appelle Le regard féminin, une révolution à l'écran, elle cite les différents critères qui sont nécessaires pour qu'un film soit qualifié de female gaze. Et il faut notamment qu'on puisse s'identifier et ressentir l'expérience corporelle féminine. Et là, c'est absolument pas le cas dans ce film, en fait.
Donc c'est pas un film qui répond aux critères du female gaze. Dans son livre Le regard féminin, Iris Bray a consacré quelques pages à la représentation des femmes enceintes et accouchant dans les films, donc on va vous en lire un extrait parce qu'il résume très bien ce qu'on a essayé d'expliquer pendant cet épisode. S'approcher des fluides féminins semble être encore une expérience taboue sur nos écrans. Les sécrétions vaginales, le sang des règles, le lait maternel demeurent invisibilisés, tout comme la grossesse, l'accouchement et l'avortement sont des expériences qui demeurent hors champ dans le cinéma dominant. La philosophe Iris Marion Young explique que le discours sur la grossesse ayant été privé de subjectivité, il n'est pas étonnant que les quelques exemples qui nous viennent en tête pour représenter la grossesse et l'accouchement soient problématiques. Cette expérience inspire souvent l'horreur, la terreur, la répulsion. Soit on en rit, comme chez Judd Apatow dans une scène trash de Hancock Mode d'emploi, soit elle donne lieu à des images terrifiantes, comme dans Eraserhead de Lynch, Rosemary's Baby de Polanski, À l'intérieur de Bustio et Mori, Game of Thrones avec l'accouchement de Mélisandre, ou encore dans des scènes d'Alien et de sa suite, où le ventre des hommes et des femmes se déforme et se déchire avant d'expulser l'alien. Alors qu'Iris Marion Young dénonce avec justesse le concept d'aliénation que beaucoup de femmes ressentent dans une société patriarcale, peu d'images montrent l'expérience de la grossesse ou de l'accouchement du point de vue féminin, comme si c'était un point mort de nos représentations collectives. C'est révélateur du désintérêt, voire de la peur suscitée par cette expérience corporelle que seule une partie des femmes et hommes trans connaît, et du manque de place pour ces images dans le 7e art. Vers quoi se tourner pour savoir comment un accouchement se déroule ? Les seules images female gaze de l'accouchement sont disponibles sur YouTube et dans les vidéos amateurs, ainsi que dans certaines séries américaines qui se réapproprient les images de ces corps en transformation, car la grossesse et l'accouchement renvoient forcément à un mouvement du corps à la fois interne et externe. Le corps qui porte un autre corps devient fluide et, de ce fait, irreprésentable. Comme la plupart des images représentant une expérience physique exclusivement féminine, les représentations de la grossesse et de l'accouchement sont queer, car elles questionnent nos rapports de pouvoir. Leur rareté dans nos arts doit être questionnée de manière beaucoup plus approfondie que ces débuts de pistes de réflexion. Il manque un ouvrage dédié uniquement à ce sujet. Le corps de la femme qui accouche pourrait se voir appliquer la définition du corps trans selon le philosophe Paul B. Preciado. Moitié eau, moitié terre, en changement constant, instable, vulnérable et fort à la fois, un corps de fiction, ridicule et absolument magique. Peut-être que se situe ici une des clés de la non-représentation de la grossesse et de l'accouchement. La peur terrible d'un corps féminin non cadenassé, d'un corps en mouvement perpétuel, d'un corps déchaîné, un corps de fiction qui manque encore terriblement sur nos écrans. On espère que cet extrait vous aura donné envie d'en lire plus. Donc, pour conclure, en fait, ce qu'on peut reprocher à ce film, c'est, malgré des tentatives très maladroites, de pas nous montrer en fait la réelle expérience du postpartum d'un point de vue féminin, mais plutôt les conséquences de l'état de la mère sur l'entourage, notamment du mari, encore une fois, à travers un regard masculin, à travers le point de vue du mari. Donc ça, c'est une critique assez générale qu'on fait à tout le film. Et si on parle simplement de la scène d'accouchement, je pense qu'on en a déjà assez parlé, mais voilà, c'est une scène d'accouchement qui se base sur des croyances populaires et qui transmet une idée fausse et extrêmement négative et dangereuse de l'accouchement à la maison. Donc un film qu'on ne vous conseille pas. Voilà. Mais on vous invite quand même à vous faire votre propre avis. C'est ça. Et à regarder par vous-même aussi des représentations d'accouchement plus réalistes et surtout différentes les unes des autres. Et des vrais accouchements en fait, parce qu'il n'y a rien de plus réaliste qu'un vrai accouchement. Plutôt que d'aller chercher des films, regardez des vrais accouchements. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté notre épisode et on espère vous retrouver dans le prochain. Voilà.